Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Marc Jeanneney, donc du cabinet Syndex. Je suis avec Charlie Renaud, également du cabinet Syndex. Bonjour. On va laisser un petit peu quelques secondes là pour que le temps que tout le monde, ou un maximum de monde en tout cas, nous rejoigne. Donc, avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous rappeler que nous sommes actuellement en campagne et que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, la présentation, le replay de ce webinaire, ainsi que tous nos autres supports, mémos, fiches pratiques et actualisés. Donc, encore une fois, sur notre site Syndex et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez également écouter des podcasts qui s'inscrivent dans le cadre de cette campagne. Alors, nous allons démarrer. Quelques mots d'introduction pour vous présenter un peu le contexte de ces deux webinaires, puisque aujourd'hui nous sommes ensemble pour une petite heure. Les deux webinaires vont s'inscrire dans le cadre des 3 informations consultations annuelles obligatoires, donc, à savoir la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on va plutôt zoomer sur les impacts économiques de la crise sanitaire et comment vous pouvez utiliser les consultations sur la situation économique et financière et les orientations stratégiques pour peser sur les décisions de votre entreprise. Il faut savoir que le deuxième webinaire, donc, qui aura lieu le vendredi 26 juin, comme vous le voyez à l'écran, lui traitera davantage des conséquences sociales. Sachez aussi que 2 live chats viendront agrémenter cette campagne. Mardi 23 juin, sur comment repérer et anticiper les difficultés de l'entreprise et agir lorsqu'elles surviennent. Et le mardi 30 juin, sur comment identifier les enjeux de la politique sociale et peser sur les décisions de l'entreprise. Alors, un élément important, ce webinaire ne traite pas de l'information consultation qui s'inscrit dans le cadre de la reprise d'activité. Là, on est vraiment dans le cadre de cette consultation-là sur un périmètre très, très spécifique, mais on vous invite à aller sur le site Syndex, sur lequel vous pourrez trouver tout un tas d'informations, de fiches et de conseils sur ce sujet-là. Alors, peut-être quelques mots en termes de programme et aussi de façon de fonctionner dans le cadre de ce webinaire. Ce temps qu'on aura ensemble, il sera en fait organisé, structuré en 2 sous-temps. Un premier sur un peu un rappel des fondamentaux sur le rôle économique du CSE et un deuxième temps au cours duquel on ira plus spécifiquement sur les 2 consultations, situation économique et financière et orientation stratégique. En termes pratiques, ce qu'on vous propose dans le cadre de ce webinaire, c'est de nous poser vos questions au fur et à mesure. Alors, un point important et technique, en utilisant le module QR que vous voyez sur votre écran et pas le module conversation. Voilà, ça sera plus facile pour nous pour organiser, on va dire, la collecte et le traitement de vos questions et les réponses qu'on pourra apporter. On vous invite à les poser au fur et à mesure de la présentation pour éviter un effet bouchon en fin de webinaire, sachant qu'on va être ensemble une petite heure, on va dire une demi-heure sur la présentation en tant que telle, et ensuite entre 15 et 30 minutes en fonction du nombre de questions que vous serez amené à nous poser au cours de la présentation. Voilà, je pense qu'en termes d'introduction, on est complet. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'entend-on par rôle économique du CSE? Cette diapositive, assez basique, en fait, elle rappelle que ce rôle économique, en tant qu'élu de CSE, vous allez finalement vous en emparer à travers une analyse d'informations, sujet sur lequel mon collègue Charlie va revenir dans quelques minutes. Vous allez vous en emparer lorsque vous allez discuter, échanger avec l'employeur en réunion de CSE, et vous allez être, on va dire, en première ligne dans le cadre des consultations, le sujet qui va nous occuper largement aujourd'hui. Et enfin, on l'a mis ici, la question des négociations. Donc, bien entendu, dans le cadre du CSE, ce sont toujours les organisations syndicales qui ont cette prérogative. Mais pourquoi on l'a indiqué ici? C'est parce qu'en fait, l'intérêt des consultations, des échanges en réunion de CSE et des informations de qualité, c'est aussi d'alimenter les organisations syndicales qui vont aller négocier. Donc, vous voyez qu'à travers ce qu'on appelait là, le terrain de jeu, on est vraiment sur
une approche systémique, c'est-à-dire que, imaginez si vous avez des informations de qualité, mais par contre, vous n'avez pas vraiment d'interlocuteur, vous n'avez pas le bon interlocuteur, ou finalement vous avez du mal à avoir un dialogue, ben malheureusement, ça va être dur d'utiliser les consultations comme levier. À l'inverse, si vous avez un interlocuteur de qualité qui va comment dire, voilà, échanger avec vous, mais qui aura du mal à vous donner des informations écrites, tangibles, et bien là aussi, ça va être dur en tout cas, vous ne pourrez pas utiliser, on va dire, au maximum l'effet levier des consultations. Donc, c'est important de garder à l'esprit que ce rôle économique du CSE, il va bien s'articuler sur tous ces temps. Alors, une question vraiment basique et en même temps fondamentale, c'est pourquoi exercer ce rôle économique finalement? Le premier argument, on va commencer par cette brique en haut à gauche, mais parce qu'en fait, vous êtes pleinement concerné. C'est-à-dire que ça fait pleinement partie de votre rôle en tant que CSE, rôle hérité du comité d'entreprise. Donc, il serait dommage de laisser la direction piloter seule l'entreprise ou l'association dans laquelle vous vous inscrivez. Ensuite, on pourra aller sur ce bloc ici. L'idée, ce qui est intéressant, c'est de vous faire, vous, votre propre opinion sur la situation et les perspectives de votre entité. Voilà, pour être pleinement acteur et ne pas subir un discours qui serait pour vous en fait descendant et sur lequel vous n'auriez pas de marge de manœuvre. Ensuite, vous avez un enjeu en fait de construction de votre légitimité en tant qu'élu de CSE, et c'est en exerçant ce rôle économique, aussi en se formant, en s'intéressant à ces sujets, en posant des questions, en radant des avis motivés sur lesquels on reviendra également, que vous allez pouvoir en fait sans doute gagner ou en tout cas renforcer votre légitimité auprès de votre direction qui va vous reconnaître, on va dire justement, une légitimité sur ce terrain-là. Et enfin, on serait sur l'objectif, on va dire, presque ultime. L'idée, c'est de pouvoir peser dans les décisions et proposer des alternatives. Alors bien entendu, dans le cadre du modèle social français, votre direction n'est pas obligée de vous entendre dans le cadre de ces propositions que vous pourriez faire. Mais l'idée, c'est en fait de cultiver ce champ-là et de faire en sorte qu'elle comprenne l'intérêt qu'elle aurait, en tout cas, à vous entendre et à vous écouter. Et même si vous n'êtes pas entendu, on y reviendra tout à l'heure, mais on vous invite à communiquer autour des propositions que vous avez faites, communiquer auprès des salariés, parce qu'en fait, dans ce cadre-là, vous aurez, on va dire, rempli votre obligation de moyens. Voilà sur le terrain de jeu le terrain de jeu du rôle économique du CSE. Alors, on peut maintenant présenter ce petit schéma, cette petite arborescence. Donc, en termes de rôle économique de CSE, je le disais à l'instant, en fait, on vous doit des informations. Alors, vous avez certaines informations qui sont dues spontanément au CSE au moment où le CSE a été mis en place. Par exemple, on vous doit un organigramme juridique pour que vous soyez en mesure de vous positionner, votre société, dans une organisation juridique plus complète. Et pour les entreprises de plus de 300 salariés, il y a des informations qu'on doit vous donner trimestriellement. Vous trouverez ces éléments sur le site où on pourra vous les transmettre ultérieurement. Dans le cadre des consultations, et celles qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, il y a les consultations qu'on appelle récurrentes ou annuelles, lorsqu'elles gardent leur fréquence annuelle, autour de 3 temps, les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière. Et puis, en fonction on va dire, de l'actualité de votre structure, vous pourriez être amené à être consulté plus spécifiquement dans le cadre de projets. Mais ce n'est pas ce qui nous occupera sur ce temps de webinaire. Donc voilà, une façon un petit peu de vous présenter schématiquement ce qu'il en est en termes d'information et de consultation. Et Charlie va vous présenter maintenant un peu plus précisément ce qui relève de la brique information. Donc, comme l'a dit mon collègue Marc, le premier enjeu dans le cadre d'une consultation, c'est bien d'obtenir de l'information, faute de quoi vous ne serez pas en mesure de pouvoir vous emparer des sujets et d'échanger avec la direction. Donc, le premier point important, c'est d'arriver à obtenir auprès de l'employeur l'ensemble des informations qui sont importantes et pertinentes et qui lui permettent, lui, en tant qu'employeur, de construire sa vision des orientations stratégiques et de la situation économique et financière.
Donc la loi, elle prévoit un cadre et un socle minimal des informations qui doivent vous être remises dans le cadre de ces informations consultation. Et la BDES, donc la base de données économiques et sociales, doit être le vecteur par lequel passent ces informations. Depuis peu, ce cadre a été modifié et l'information qui doit vous être remise peut être négociée. Donc, cette BDES, avec ce socle minimal qui est prévu, c'est très bien, et notamment quand il y a des discussions qui sont difficiles avec la direction sur les informations. Mais ce qu'on conseille, nous, assez souvent, c'est de négocier sur le cadre de l'information et les informations qui vous sont remises, parce que le cadre légal n'est pas forcément spécifique à un secteur d'activité ou à une situation d'entreprise, et il est intéressant de pouvoir avoir des données précises, notamment, par exemple, je pense au médico-social, qui est un secteur avec des informations bien particulières. Et si on obtient seulement les informations qui sont prévues par la loi dans le cadre de la BDES, on passera sans doute à côté d'un certain nombre d'enjeux. Donc là, voilà, la première chose, c'est d'obtenir les informations pertinentes et qui sont adaptées à votre situation. Et tout ça, l'objectif, c'est de pouvoir donner du poids à vos arguments. Vous comprenez bien que, par exemple, quand vous allez demander à votre employeur d'un peu étoffer sa politique d'investissement, par exemple, le fait d'avoir des informations sur les marges de manœuvre économiques et financières, ça va bien vous aider à étayer et à donner des arguments sur vos revendications. Donc, c'est bien ces deux choses. D'un côté, négocier les informations qui sont pertinentes. Et pourquoi les négocier? C'est pour être en mesure d'argumenter vos revendications. Donc, voilà pour ce point sur l'information. Un deuxième point important, donc comment va un peu se passer une consultation? Il y a ce premier temps où vous récoltez l'information. Ensuite, il va y avoir une phase d'échange et de questionnement auprès de la direction. Et enfin, tout ça dans l'objectif de rendre un avis. C'est bien le but ultime de la consultation, c'est que le CSE puisse rendre un avis pour plusieurs objectifs. C'est laisser une trace de vos observations. Un avis, c'est quand même plus percutant qu'une simple retranscription des échanges qu'il y a pu avoir en CSE dans un PV. Ça permet d'avoir une trace relativement succincte et qui pourrait être communiquée auprès des salariés. Tout ça pour vous permettre de faire entendre de votre voix. Et l'avis peut aussi être un moyen de porter des propositions, d'apporter, de donner des exemples d'alternatives par rapport à ce que peut être la politique de la direction. Un avis, il peut être construit de façon différente. Souvent, nous, ce qu'on dit, c'est pas de pas juste rendre un avis favorable ou défavorable, mais c'est bien d'essayer de le construire en partant d'une description de la situation telle que vous la comprenez. Donc, à partir des informations que vous avez obtenues, comment vous comprenez la situation. Quelles sont éventuellement les carences et les points de vigilance que vous identifiez à partir des échanges que vous avez pu avoir avec la direction. Vous pouvez également faire des propositions concrètes, faire des propositions alternatives à celles que la direction vous présente. Et le point important, c'est bien de toujours argumenter ce qui donnera plus de poids à votre avis. Et on peut même imaginer que dans l'avis, il puisse rester des questions. Si au cours des échanges avec la direction, vous n'avez pas obtenu l'ensemble des réponses à vos questions, l'avis peut également comporter des questions qui sont restées en suspens. Donc, dans le cadre de ces informations consultation, le Code du travail prévoit que le CSE puisse recourir à l'intervention d'un expert, comme le cabinet Syndex par exemple. L'objectif est de pouvoir vous aider et vous accompagner justement dans la compréhension des informations et parfois même aller un peu plus loin par rapport aux informations qui vous sont remises. Donc, pour ces deux consultations, situation économique et financière et orientation stratégique, vous avez la possibilité de recourir à un expert, avec une différence qui est sur le financement de l'expertise. Pour ce qui est de la mission sur la situation économique et financière, c'est la direction qui prend à sa charge à 100% le coût de l'expertise. En revanche, sur la mission sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, il y a un cofinancement par le CSE à hauteur de 20% sur son budget de fonctionnement du coût de l'expertise, dans la limite, bien sûr, de son budget. Pour autant, il peut y avoir un accord avec l'employeur qui s'engage à prendre 100% du coût de l'expertise sur les orientations stratégiques. Un point de vigilance, c'est que depuis les ordonnances Macron, il y a une possibilité de négocier la périodicité des consultations. Donc, comme l'a dit mon collègue Marc, en l'absence d'accord dans l'entreprise, donc ces consultations, elles sont annuelles et elles sont obligatoires, mais par accord d'entreprise, on peut y déroger. Et vous comprenez bien que si il n'y a plus la consultation, vous perdez en même temps le recours à l'expert puisque l'expertise est attachée au fait que vous soyez consulté.
Donc, de façon un peu plus précise, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette consultation sur la situation économique et financière? Eh bien, tout simplement, elle va porter sur la situation économique et financière, mais aussi sur la politique de R&D, dont l'utilisation du crédit impôt recherche. Pour être un peu plus précis, on peut dire que ça va porter sur comment se porte votre activité, comment évoluent vos marges, quelle est votre capacité à créer de la richesse, comment va se redistribuer cette richesse entre les différents acteurs. Comment est la situation financière de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise dispose de réserves? Comment se porte sa situation de trésorerie? Voilà un ensemble d'éléments qui peut vous permettre d'avoir une idée un peu globale de la situation économique et financière. En termes d'informations, les informations souvent qu'on peut voir et qui sont importantes, c'est d'avoir une vision de l'activité, du chiffre d'affaires, des prévisions, à la fois avoir l'année en cours, mais aussi avoir le budget de l'année qui suit, obtenir l'ensemble des documents qui sont transmis à l'Assemblée générale des actionnaires et des informations sur la recherche et développement. La consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences. Donc déjà, un premier point, il est important d'avoir en tête que ce n'est pas seulement les orientations stratégiques, mais c'est aussi les conséquences des orientations stratégiques. Je vais revenir un peu plus loin. Et donc, ces consultations, donc, elles portent sur les orientations stratégiques. Qu'est-ce qu'on entend par orientation stratégique? C'est un peu la trajectoire qui est prévue, notamment par la direction, dans les années à venir pour l'entreprise, comment elle va se positionner sur ses marchés, comment elle envisage de faire face à la concurrence et de se développer. Et tout ça va avoir des conséquences, notamment sur l'emploi et sur les métiers. Et c'est pour ça que cette consultation porte aussi sur les conséquences. Et dans les entreprises de plus de 300 salariés, elle porte aussi sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la GPEC, dont vous avez déjà dû entendre parler, et sur les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences. En termes d'information, les informations pertinentes et qui doivent vous être mises, c'est tout ce qui est lié aux études de marché, les analyses sectorielles, les analyses de la concurrence, le plan stratégique et les prévisions économiques, c'est-à-dire sur les 3 ou les 5 ans à venir, avoir une vision du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise, des prévisions d'emploi, pareil, dans les 3 ou dans les 5 ans à venir, avec l'organigramme cible pour répondre aux objectifs stratégiques, et aussi dans quelle mesure les métiers peuvent évoluer et les compétences dans les années à venir. Très bien, merci Charlie. Alors, on vous propose d'aller sur le deuxième temps de ce séminaire où, dans le prolongement de ce qui vient de vous être décrit, nous allons faire un éclairage particulier sur ces 2 consultations, situation économique et financière et orientation stratégique. Alors, une façon assez visuelle de prendre ce sujet, c'est de se dire finalement, dans le cadre des consultations qui vont avoir lieu cette année, comment vous pouvez analyser la situation. En fait, vous voyez une frise chronologique en haut, avec 2019, 2020, 2021. Vous voyez 4 étapes en fait, que je vais évoquer avec vous maintenant, et en fait, on fera un zoom sur chaque étape par la suite. L'idée, c'est de se dire, votre structure, votre association, votre entreprise, en fait, elle existait avant la crise Covid. Et donc, c'est important d'avoir en tête finalement dans quel état l'entreprise elle a abordé cette crise sanitaire. Est-ce qu'elle était fragilisée ou est-ce qu'elle était plutôt, on va dire, en bonne santé? Ensuite, l'idée, c'est de se dire, mais finalement, comment elle a réagi pendant la crise? Quelles mesures d'urgence elle a mises en place? Quelles sont les conséquences de ces mesures sur les salariés? Sachant que ce sujet sera développé dans le cadre du prochain webinaire le 26 juin. Et enfin, quel effort, quelles contributions, finalement, ont été demandées aux différentes parties prenantes de l'entreprise. On fera un zoom sur ce sujet dans quelques minutes. Donc là, finalement, sur ces 2 sujets, ce sont des sujets qui peuvent être abordés dans le cadre des consultations, à la fois sur la situation économique et financière et sur la politique sociale. Sur la problématique économique en tant que telle, finalement, la question, c'est finalement quelle est la capacité de l'entreprise à s'adapter et à résister à court terme. C'est un peu la notion de résilience qui est à la mode en ce moment. Et voilà, cette question de l'impact de la crise, comme l'a évoqué Charlie, sur les équilibres économiques et financiers en 2020, elle va être centrale. Et vraiment, elle va être au cœur des échanges que vous aurez avec votre direction dans le cadre de la situation économique et financière. Et puis, l'idée, c'est de se dire, mais finalement, quel enseignement on peut tirer de la crise sanitaire et de sa traduction en crise économique sur,
finalement, est-ce qu'il y a des impacts à moyen terme sur votre structure? C'est-à-dire que est-ce qu'on est juste peut-être sur un décalage dans le temps de la trajectoire de la société, ou est-ce qu'on est sur une remise en cause plus fondamentale de son positionnement et on va dire de son modèle économique? Sachant que cette remise en cause potentielle, elle peut bien sûr avoir des conséquences sur les salariés, à la fois sur le nombre de salariés dans l'entreprise, mais aussi sur les métiers. On va l'évoquer tout à l'heure. Voilà, de façon un petit peu schématique, une façon pour vous, ça peut être, cette diapositive-là, elle peut constituer un peu votre feuille de route pour les consultations annuelles obligatoires, avec encore une fois des éléments plus précis qui vous seront abordés dans le cadre du prochain webinaire sur la politique sociale. Alors, je vous le disais, maintenant l'idée c'est de faire un zoom, une mise en lumière de chaque étape. Alors la première étape sur la question de la trajectoire de la société avant la crise. Sur chaque diapositive qu'on va vous présenter maintenant, et encore une fois, qui seront disponibles, présentation qui sera disponible sur le replay dès la semaine prochaine, on va vous présenter un peu des bonnes questions à se poser pour le CSE dans un premier bloc. Dans un deuxième bloc, on va voir ensemble, mais finalement, concrètement, quelles informations vous pourriez demander, puisque tout à l'heure, on vous a dit en introduction que le rôle économique du CSE, il allait se jouer aussi à travers les informations qui sont remises. Donc, autant que vous puissiez prendre la main, un petit peu prendre l'initiative, et comme le disait mon collègue, pour avoir des éléments spécifiques à votre contexte. Et enfin, on évoquera ensemble des points de vigilance, des points d'attention. Alors, sur la question de la trajectoire de la société avant la crise, en fait, c'est important de savoir votre entreprise, votre association, dans quel écosystème elle évolue. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle n'est jamais toute seule dans son coin. Elle est dans un secteur d'activité, potentiellement elle peut s'inscrire dans un groupe, et elle est sur un territoire. Et donc, c'est important d'avoir une idée des interactions qui existent dans cet écosystème. Et par exemple, en ayant en tête, ou en tout cas en étant destinataire d'informations, par exemple, sur le positionnement stratégique de votre entreprise, sur son marché, des études de concurrence qui vous permettent un petit peu de situer votre entreprise sur son marché. Ensuite, c'est important de comprendre, mais finalement, quelles sont les attentes envers votre entreprise et est-ce que les moyens qui sont mis à sa disposition sont cohérents par rapport à ces ententes? Tout ça va amener à la question suivante qui est, mais finalement, est-ce que l'entreprise a la capacité de dégager des richesses? On pourrait se dire, c'est une question un petit peu bête, toute entreprise a vocation à dégager des résultats. Eh bien, en fait, pas forcément. C'est-à-dire que, par exemple, si votre entreprise industrielle, dans le cadre d'un groupe, elle achète de la matière à une autre société du groupe et elle vend à une société toujours à l'intérieur du groupe qui, elle, va vendre les produits au client final, vous imaginez bien qu'à travers les prix, les règles du jeu des prix qui vont être fixées à l'intérieur du groupe, les marges de la société qui est, on va dire, entre les deux, vont être construites et donc le site n'aura pas forcément à dégager des résultats. C'est un exemple pour vous dire que c'est vraiment intéressant de se poser ces questions et les poser à votre direction. Un sujet central va ensuite tourner autour de la question de la répartition des richesses. On l'évoquera un peu plus précisément dans quelques minutes. Et puis finalement, la question fondamentale, c'est de se dire, mais voilà, avant la crise, est-ce que votre société elle est arrivée, on va dire, plutôt robuste, avec une situation économique et financière plutôt robuste ou plutôt fragilisée? Donc voilà un peu sur la grille de questionnement que vous pouvez avoir sur cette étape-là. Après, des informations que vous pouvez on va dire, demander pour venir avoir des éléments de réponse sur ces questions, c'est de se dire, disposer d'un organigramme juridique pour voir votre société où elle se situe, est-ce qu'elle a des filiales, quelles sont les sociétés mères, un organigramme fonctionnel qu'on pourrait appeler aussi de business, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une business unit, c'est important de comprendre quel est le découpage, on va dire, économique au sein de votre groupe. Et puis, sur la partie, on va dire, économique et financière, comme l'a évoqué tout à l'heure Charlie, l'idée, c'est de demander des éléments sur à la fois l'évolution de l'activité, mais aussi le carnet de commandes, c'est-à-dire du coup le chiffre d'affaires potentiel, des éléments de résultats et des éléments de situation financière et de trésorerie. Et enfin, en quelques mots, des points de vigilance, c'est-à-dire qu'on pourrait, pour commencer, évoquer sur la question du positionnement stratégique. Vous imaginez bien que si votre société, en fait, elle n'a pas vraiment de compétences distinctives, et que si, par exemple, elle est spécialisée sur un domaine et que, justement, elle n'a pas forcément de compétences, eh bien, en fait, elle est potentiellement beaucoup plus fragile qu'une société qui serait diversifiée ou d'une société qui pourrait être sur une niche, mais vraiment avec des compétences distinctives pour en tirer profit. Enfin, si votre société elle est arrivée pendant la crise avec des relations dégradées avec ses clients et ses fournisseurs, vous imaginez bien que ça va être plus. Elle a dû, en fait,
vivre plus durement les impacts de la crise du Covid. Enfin, si sa trésorerie a été mise sous tension précédemment, que ce soit par un endettement trop élevé, que ce soit par une politique de distribution des dividendes trop généreuse, là aussi, elle est arrivée potentiellement avec des soucis de trésorerie préexistants. La question, c'est finalement celle des marges de manœuvre qu'on va évoquer tout à l'heure. Parce que là aussi, si votre entreprise elle a réalisé des pertes précédemment et qu'il n'y a pas forcément de possibilité de soutien, on va le voir notamment de l'actionnaire, hein, que celui-ci soit familial ou qu'un fonds d'investissement détienne votre société, en fait, c'est bien la question qui va se poser des marges de manœuvre. Donc voilà un peu pour cette première étape. C'est important de ne pas négliger, on va dire, la trajectoire récente. Hein. On pourrait être tenté d'aller tout de suite sur mais qu'est-ce qui va se passer. C'est une très bonne question, qu'est-ce qui va se passer, mais d'abord, il faut avoir en tête finalement la trajectoire de la société avant cette crise sanitaire et cette crise économique. Voilà, juste une nouvelle étape avant d'aborder vraiment l'impact en 2020 de la crise sur l'entreprise et des questions que ça peut soulever, c'est déjà de comprendre comment l'entreprise a réagi pendant cette période de crise sanitaire et d'évaluer un peu l'effort qui a été demandé aux salariés et aux autres parties prenantes de l'entreprise pendant cette période de crise. Donc le premier point, c'est ce premier bloc en haut à gauche, c'est quelles ont été un peu les mesures d'atténuation sociale qui ont été activées pendant la période de confinement. Et derrière ça, c'est un peu la question de comment on a adapté la force de travail à une éventuelle baisse d'activité pendant cette période, mais aussi comment on s'est adapté avec sans doute un niveau d'absentéisme qui est un peu plus important compte tenu de la crise sanitaire. Voilà. Et donc là, il peut y avoir un certain nombre d'éléments et d'informations à collecter qui sont importantes. Hein. C'est d'avoir une vision sur le niveau de recours à l'activité partielle qu'il y a pu avoir pendant cette période, le recours éventuel à des temps partiels de façon plus importante que par le passé. Toute la question autour de l'effectif. Hein. Est-ce qu'il y a pu avoir une baisse de l'effectif sur la période? Et on pense notamment au recours à l'intérim qui, dans cette période, notamment pendant le confinement, ont sans doute été en grande partie sortis dans l'entreprise, mais aussi tous les impacts sur le temps de travail et l'organisation du temps de travail. Est-ce qu'un effort a été demandé aux salariés via la prise de congés ou de RTT? Quel a été le recours au télétravail, par exemple? Donc voilà, premièrement, comprendre un peu dans quelle mesure cette crise a impacté les salariés et quel effort leur a été demandé pendant cette période de crise sanitaire. Ensuite, on va aller voir un peu les autres dispositifs et les autres moyens qui étaient à la main de la direction pour s'adapter dans cette période, et notamment pour essayer de détendre la tension sur sa trésorerie quand ça pouvait être le cas. Et donc là, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc déjà, premièrement, il y a le financement par l'État de l'activité partielle qui a été monté à 100% pendant la période de confinement. Il y a ensuite les prêts garantis par l'État. Donc là, c'est des prêts qui peuvent porter jusqu'à 3 mois du chiffre d'affaires et qui devront être remboursés d'ici 1 an afin de soutenir la trésorerie des entreprises pendant cette période de crise. Et également la possibilité de demander des reports de cotisations sociales et fiscales en fait, pour alléger les charges de l'entreprise face à une baisse de ses ressources pendant la période. Et il y a d'autres leviers qui ont pu être activés par la direction pendant cette période. C'est le report de remboursement bancaire. Donc, c'est le fait de demander aux banquiers de reporter un certain nombre d'échéances liées aux dettes de l'entreprise. Et il y a aussi tout un tas de mesures avec les clients et les fournisseurs, notamment autour de la négociation des délais de paiement. Faire en sorte que vos clients vous payent un peu plus rapidement ou au contraire, vous essayez de payer les fournisseurs un peu plus tard pour essayer de tenir votre position de trésorerie. Et enfin, quand vous faites partie d'un groupe ou pas forcément, c'est la question du soutien de l'actionnaire. Est-ce qu'il y a pu y avoir des recapitalisations pendant cette période pour aider l'entreprise à passer la crise quand elle se trouve en situation difficile? Ou est-ce qu'il y a également pu avoir des soutiens à la trésorerie, que ce soit par des avances de la part de l'actionnaire ou par une gestion centralisée de la trésorerie dans un groupe? Et en termes de questions aussi à se poser, de points de vigilance, il va y avoir déjà la question que vous pouvez poser, c'est est-ce qu'il y a des leviers qui n'ont pas été sollicités parmi tous ceux qu'on a pu lister, et il peut peut-être y en avoir d'autres. Essayer de comprendre un peu l'effort qui a été consenti par les salariés durant cette période par rapport aux autres parties prenantes, notamment par rapport à un actionnaire. Est-ce qu'on a demandé aux salariés, eux, de faire un effort important, que ce soit via le recours à l'activité partielle, à la prise de congé, et qu'à côté de ça, l'actionnaire n'a fait aucun effort pour soutenir la trésorerie de l'entreprise pendant la période? Donc ça, ce sera des questions aussi à se poser et qui seront aussi abordées dans le cadre du second webinaire sur la politique sociale.
Et enfin, il va falloir se poser toute la question autour de la défaillance et des difficultés d'adaptation du management. Est-ce que pendant cette période qui a été compliquée pour tout le monde, est-ce que le management a été en mesure de tenir la barre et de faire poursuivre l'activité malgré les difficultés? Donc voilà pour cette deuxième brique sur la réaction de l'entreprise pendant la crise. On va maintenant voir un peu quels sont les impacts de la crise sur les équilibres économiques et financiers en 2020. Donc, mon collègue Marc vous a présenté. Le premier point, c'est comment l'entreprise arrive à l'aube de ces crises. C'est très important. Selon qu'on arrive sur une situation plus ou moins robuste, ça va être plus ou moins facile de passer la crise. Après, ce qu'on peut voir, c'est que cette crise, elle va avoir deux impacts principaux, ou en tout cas potentiellement. Le premier, c'est une érosion de la demande, c'est-à-dire un carnet de commandes qui risque de s'éroder, des prises de commandes moins importantes que ce que ça avait pu être par le passé. Ça peut être lié à beaucoup de choses. On voit que la consommation des ménages est plutôt en berne. Il y a des investissements dans certains secteurs qui sont reportés et ça peut impacter les entreprises. Et voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent venir impacter la demande. Et de l'autre côté, les capacités de production des entreprises peuvent également, elles aussi, être impactées, que ce soit lié à des niveaux d'absentéisme qui sont importants pendant la période de pandémie, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle phase d'expansion de la pandémie et qui vienne de nouveau impacter la santé des salariés. La mise en place des gestes barrières vient aussi impacter les capacités de production. Et il peut y avoir aussi des difficultés d'approvisionnement, notamment pendant la période de confinement qui a eu lieu avec la difficulté des fournisseurs à livrer, mais dans la période à venir aussi, éventuellement des fournisseurs qui se retrouvent en difficulté et des difficultés d'approvisionnement. Donc tout ça, ça risque d'avoir un impact sur le niveau d'activité, sur le chiffre d'affaires et sur les marges des entreprises au cours de l'année 2020, avec deux choses importantes à avoir en tête. C'est est-ce que ces impacts sont plutôt sur la trésorerie, c'est-à-dire est-ce qu'à court terme, l'entreprise a des difficultés à faire face à ses charges et là, il faudra se poser la question d'un éventuel risque de défaillance, ou alors est-ce que ces difficultés vont simplement, entre guillemets, venir dégrader les résultats de l'année 2020 et du coup, face à ça, une stratégie de l'employeur pour essayer de limiter ses charges, pour essayer de limiter l'impact. Et on verra notamment toute la logique qui pourrait être autour d'une pression sur la masse salariale avec des réductions d'effectifs, une tension sur les rémunérations, notamment dans le cadre des NAO 2020, avec une difficulté des employeurs à négocier, et de façon plus exceptionnelle, des mesures plus importantes via des réorganisations, des restructurations, des accords de performance, des ruptures conventionnelles collectives, tout un tas de mesures qui seront également abordées plus précisément dans le cadre du second webinaire. Quand on revient un peu sur la question de la consultation sur la situation économique et financière, donc le premier enjeu, ça va être essayer de déterminer dans quelle mesure la crise va avoir un impact sur l'activité, sur le chiffre d'affaires et les marges, et ensuite de comprendre quels vont être les plans d'action et la contribution des différentes parties prenantes pour essayer de limiter la perte en 2020. Donc, on vous a listé un peu les principales parties prenantes qui peuvent être présentes dans une entreprise. Tout d'abord, l'État, parce que ça a été à court terme le premier acteur à être sollicité via le recours à l'activité partielle, via les prêts garantis par l'État et également les reports de cotisations sociales et fiscales. On va en voir ensuite les clients et les fournisseurs. Je vous ai parlé tout à l'heure des délais de paiement, comment cela va continuer à se négocier dans les temps qui viennent. Est-ce que les clients vont respecter leurs engagements? Si vous aviez des commandes en carnet de commandes, est-ce qu'il y a un risque qu'elles soient reportées, voire annulées? Il peut y avoir aussi des pressions sur les conditions tarifaires. Il va y avoir un rapport de force qui peut bouger entre les clients et fournisseurs. Un client qui voit que vous êtes en difficulté aura peut-être tendance à négocier de façon plus importante les prix, sachant que vous avez besoin d'activité. Et inversement, vous pouvez également faire peser sur vos fournisseurs un certain nombre de contraintes pour essayer de réduire les prix. Ensuite, les salariés, donc il y a eu déjà un impact important pendant cette période de déconfinement avec le retour à l'activité partielle, le télétravail, des accords sur le temps de travail. Mais il va y avoir aussi d'autres impacts. On pense au NAO 2020, comment vous allez être en mesure de négocier des augmentations de salaire, des primes dans le contexte actuel. Une pression sur l'emploi, on voit bien et on envisage bien
les éventuelles réductions d'effectifs qui pourraient intervenir dans les mois à venir, et d'autres impacts sur la participation et l'intéressement liés au résultat 2020 qui pourraient être en baisse, mais des impacts qui pourraient même être pluriannuels. Pour le faire très rapidement, une perte importante en 2020 pourrait impacter la participation sur plusieurs années, et c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Ensuite, il y a les actionnaires et le groupe. Dans cette période, comment les actionnaires vont accepter de renoncer aux dividendes face aux efforts qui vont être faits par les autres parties prenantes? Est-ce qu'il va y avoir des recapitalisations? Et dans quelle mesure ils peuvent soutenir l'entreprise et notamment sa trésorerie pour qu'elle puisse faire le dos rond et passer cette période difficile? Et enfin, les partenaires financiers et notamment les banques, donc via les prêts garantis par l'État, mais aussi d'autres prêts de trésorerie, des reports d'échéances et des renégociations de dettes. Donc voilà, juste pour synthétiser un peu cette diapositive, comment l'entreprise est impactée et comment l'ensemble des parties prenantes vont faire un effort pour redresser les résultats au cours de l'année 2020. Il y a un point important et qui nous permettra de répondre à une question qui nous a été posée. Mon collègue Charlie insiste largement sur le fait que là, il s'agit des éléments concernant l'exercice 2020. Puisque, comme il l'avait indiqué, la consultation sur la situation économique et financière, elle va porter sur l'année 2019, mais aussi sur l'année en cours. Donc, voilà, si votre direction cantonne les échanges à l'année 2019, du coup, elle ne s'inscrit pas là dans le cadre légal. Cette consultation sur la situation économique et financière, elle vous permet, et en fait, il est prévu que vous parliez aussi de l'actualité et donc de cette année en cours. Alors, ça peut être de se dire, par exemple, quel était le budget initial, comment celui-ci va-t-il être révisé, quelles sont les nouvelles perspectives d'atterrissage, avec toute la difficulté à avoir des informations. Mais en tout cas, il est bien prévu que dans le cadre de la consultation, vous parliez de l'exercice 2020. Et donc, derrière, comme vous le présentez, une fois qu'on a un peu compris quels sont les impacts à court terme de la crise et sur l'année 2020, la question va bien être de comprendre dans quelle mesure ces impacts ils peuvent jouer dans les années à venir et à moyen terme. Donc là, en termes de questions à se poser, c'est est-ce que la crise, elle remet en cause l'environnement de l'entreprise et le positionnement stratégique de l'entreprise? On peut imaginer que certains concurrents aient des défaillances dans la période. On peut imaginer que des clients et des fournisseurs aussi puissent avoir des défaillances. Donc voilà, un écosystème de l'entreprise qui peut bouger. Et donc, ça va être une nouvelle compréhension à avoir des acteurs sur le marché. Est-ce que le modèle économique de votre entreprise est toujours viable ou est-ce que vraiment il est remis en cause du fait du contexte de la crise? Donc là, en termes d'éléments à obtenir, c'est le plan stratégique du groupe ou de l'entreprise et sa révision notamment. Donc chaque entreprise fait des prévisions à plusieurs années. Actuellement, les directions sont plus dans un pilotage à court terme, mais assez rapidement, et notamment au deuxième semestre ou au plus tard, tout début 2021, ces plans stratégiques vont être révisés. Il sera intéressant de voir comment les nouvelles prévisions intègrent cette crise. Donc voilà, quelles sont les nouvelles perspectives économiques avec autour de ça toutes les nouvelles prévisions d'activité, de résultats, de financement et de trésorerie. Un point important, c'est les projets d'investissement qui étaient prévus. Est-ce qu'ils vont être maintenus? Est-ce qu'ils vont être décalés? Et ça, c'est important d'obtenir ces nouveaux plans d'investissement parce que c'est aussi la capacité de l'entreprise à produire dans les années à venir qui peut être impactée si les investissements qui doivent être faits aujourd'hui ne sont pas faits. Ça peut être des outils de production qui se dégradent, ça peut être des marchés qui sont loupés parce qu'on n'a pas investi dans la bonne technologie au bon moment. Et enfin, et un point important pour vous, c'est les conséquences sociales et notamment sur les salariés de ces évolutions et de ces révisions des plans stratégiques et avec des documents importants à obtenir. C'est les nouvelles prévisions d'emploi, c'est la cartographie des emplois et des compétences à 3 ou à 5 ans et l'organisation cible qui est envisagée par la direction compte tenu de ces nouvelles orientations. Et pour vous citer quelques points de vigilance sur ces impacts à moyen terme, c'est notamment pour les entreprises qui se retrouvent sur des marchés qui sont très fortement chahutés. On voit bien que selon les secteurs d'activité, les impacts de la crise ne vont pas être les mêmes. Des entreprises qui se retrouvaient dans une situation d'impasse stratégique. On entend par impasse stratégique, c'est qu'une entreprise qui se retrouve sur un marché dans lequel elle a quasiment plus aucune perspective
ou une entreprise qui se retrouve dans un groupe dans lequel elle n'a plus sa place. Aussi, un point de vigilance, c'est sur les entreprises qui auraient des difficultés à faire évoluer leur modèle industriel. On entend par là notamment sur la question des approvisionnements, le danger d'une entreprise, par exemple, qui n'aurait qu'un seul fournisseur et qui se retrouverait en difficulté pendant cette période. Dans quelle mesure elle peut sécuriser ses approvisionnements et trouver de nouvelles sources d'approvisionnement pour les années à venir. La capacité à générer du chiffre d'affaires et des marges dégradées. Donc, on est ici. La pression sur l'outil industriel, c'est ce que je vous disais, c'est le risque dans cette période, et c'est lié aux tensions de trésorerie, qu'il y ait des phases de sous-investissement et de maintenance insuffisante qui pourraient, dans les années à venir, plonger l'entreprise dans une situation où son outil industriel est totalement dégradé, voire obsolète, et ainsi perdre des avantages concurrentiels qu'elle pouvait avoir face à ses concurrents. Le risque d'une réduction trop importante de la force de travail, donc on envisage bien qu'il va y avoir des réductions des effectifs dans les mois à venir. Donc, quelle mesure ça n'empêchera pas l'entreprise de redémarrer au niveau qu'elle avait avant, une fois que la demande sera de nouveau présente. Et toute la question aussi du maintien et du développement des compétences. Si on a des plans de départ massifs dans une entreprise, dans quelle mesure elle continue à être en capacité de produire avec la même qualité qu'elle pouvait l'avoir auparavant. Donc voilà, cette crise, elle va avoir des impacts à court terme, c'est sûr. Il y a des plans d'action qui vont être mis en place par les directions. Dans quelle mesure d'une part, ces plans d'action, ils sont inévitables parce que l'entreprise se retrouve en situation de défaillance, ou alors est-ce que c'est juste un moyen de sauver les résultats pour, en 2021, verser des dividendes aux actionnaires? Et quel est le risque de mesures trop importantes sur les années à venir et sur la capacité de l'entreprise à se développer et à se maintenir sur ces marchés? Merci Charlie. On vous propose de terminer la présentation par des conseils, 8 conseils en l'occurrence pratiques. C'est un peu la logique d'une construction de maison. On va repartir des fondamentaux. Il faut déjà que les consultations annuelles obligatoires de 2020 aient lieu pour que vous puissiez les utiliser comme levier. Ça peut laisser sourire, mais voilà, on sait que on observe, nous, finalement, que dans certaines structures, les consultations annuelles ne sont pas toujours réalisées ou qu'elles tardent à l'être. Donc, si c'est le cas, vous mettez un point à l'ordre du jour de votre réunion de CSE sur un rappel de cette obligation et sur le fait que vous proposiez un calendrier. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les interlocuteurs pertinents, c'est-à-dire ceux qui sont en capacité de décider. Si vous considérez qu'en fait, vous n'avez pas les bons interlocuteurs au CSE, voilà, c'est un sujet sur lequel en fait, il faut être assez direct et demander à parler aux personnes qui peuvent décider. Alors, ça peut être dans une filiale de groupe aux étages supérieurs, aux responsables de business unit ou autres. Il faut être exigeant sur les informations qu'on va vous remettre dans le cadre des consultations, dans la mesure où, encore une fois, c'est à partir de là et à partir des échanges que vous aurez que vous pourrez construire vos analyses et remettre un avis éclairé. Enfin, l'idée, c'est vraiment de ne pas hésiter à questionner à partir des informations qu'on va vous donner et à partir des échanges que vous aurez avec votre direction, de questionner au maximum pour pouvoir, encore une fois, en tirer la quintessence dans le cadre de ces consultations. Enfin, comme Charlie l'a dit tout à l'heure dans le cadre de la remise de votre avis, on vous invite à insister sur ces fameux points de vigilance et encore plus en contexte de crise ou de sortie de crise, justement pour quelque part dresser un peu la feuille de route des points d'attention qui seront à surveiller dans le cadre des prochaines réunions de CSE dans votre rôle d'élu de CSE. Enfin, si vous identifiez des propositions alternatives, ne vous en privez pas. Encore une fois, ça montrera que vous êtes dans une logique aussi de réflexion, de proposition. Et par exemple, ces propositions, n'hésitez pas à les faire figurer dans vos avis que vous allez remettre. Et on se répète, mais de communiquer vos avis auprès des salariés. C'est un outil très important de communication auprès des salariés parce que ça leur permet de visualiser ce que vous faites en fait dans le cadre de votre rôle économique du CSE. Ce n'est pas toujours forcément clair dans l'esprit des salariés qui vous connaissent peut-être pour la partie œuvre sociale, activité sociale et culturelle, mais pas forcément sur le rôle économique que vous pouvez exercer. Et enfin, l'idée, c'est d'utiliser au maximum les consultations
pour pouvoir alimenter les organisations syndicales qui vont être en première ligne des négociations. Voilà, donc nous, on est arrivé au terme de la présentation. Ce qu'on vous propose, alors, on va rebalayer ensemble les questions qui ont été posées au fur et à mesure. Il n'y en a pas beaucoup, donc si entre-temps, des nouvelles questions ont été identifiées, n'hésitez pas, ça va nous permettre voilà, de passer ce dernier quart d'heure ensemble. Alors, sachant qu'il y avait une première question tout à l'heure de Christelle, mais dans un contexte qui a l'air très spécifique, où si on comprend bien, on a un premier tour un CSE, enfin des élections qui sont encore en cours et qui ont été gelées par le Covid. Donc, dans la mesure où c'est très spécifique, en fait, Christelle, on vous invite à prendre contact, avec nous sur contact@syndex.fr pour qu'on puisse regarder cela ensemble, parce que là, on est vraiment sur une situation très spécifique, sachant que si on comprend bien, en fait, le CSE ne devrait pas tarder à se mettre en place. Donc, tout dépend de l'urgence qui existe dans votre contexte là sur la consultation, sur une modification du temps de travail, si on a bien compris. On avait aussi une sollicitation très spécifique de H.Zornig. Donc, comme on vous l'a indiqué, on va reprendre contact avec vous et donc on empiétera un petit peu sur notre pause du midi sans souci avant votre réunion de CSE de cet après-midi. Donc ça, c'était pour un peu les questions qu'on avait vues au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le moment? Sur la question des congés, sur la question des prises de congés, sur la question des pertes de salaire, on vous invite en fait à vous connecter au prochain webinaire qui fera vraiment un zoom sur cette problématique, en tout cas sur les conséquences sociales. S'il y a une notion d'urgence, là aussi, on vous invite à prendre contact avec nous et on y répondra avant le prochain webinaire s'il y a une notion, on va dire, d'urgence. On a une question de Nathalie sur comment exiger une B2S complète et à jour. Alors, en fait, il y a peut-être deux éléments de réponse, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit complète et à jour, alors complète au sens de complète par rapport à ce qui est prévu par la loi, c'est-à-dire qu'en fait, elle répond aux critères des différentes briques qui existent, investissement économique, investissement social, etc. Ça, on va dire que c'est ce que prévoit la loi. Si, en fait, vous faites le constat que, soit d'une part, en fait, la B2S ne respecte pas les obligations prévues par la loi, ou si malheureusement elle n'est pas mise à jour régulièrement ou que vous n'en êtes pas informé, en fait, on vous conseille de mettre un point à l'ordre du jour de votre réunion de CSE pour aborder spécifiquement le cas, vous mettre autour de la table et faire évoluer les choses. Si vraiment, en fait, vous êtes déjà passé par cette étape et que ça ne change pas, bon, vous pouvez saisir l'inspection du travail. Après, on ne va pas se raconter d'histoire par rapport au contexte actuel. Malheureusement, vous risquez, il y a un risque que vous ne soyez pas la priorité d'inspection du travail dans le contexte actuel sur une B2S. Mais en fait, il faut déjà privilégier le cadre de l'échange et au-delà de ce qui est prévu dans la loi, vraiment, encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Charlie, c'est de se dire, mais dans votre contexte, quels sont les indicateurs à suivre? Parce que cette B2S, elle est très intéressante, notamment si rien n'existait préalablement, mais encore une fois, elle est plutôt sur des éléments sur mesure spécifiques. Ce n'est pas la même chose d'être dans l'action logement, dans le médico-social ou dans les services ou l'industrie. Et souvent, les employeurs ont tout intérêt aussi à négocier sur la B2S plutôt que de la remplir de façon mécanique avec tout ce qui est prévu par la loi et ce qui fait un volume d'informations important. Ils ont aussi, eux, meilleur temps et ils préfèrent que tout le monde se mette d'accord sur une liste d'informations peut-être moins importantes, mais plus pertinentes. Et souvent, qui sont des indicateurs qui suivent eux et qui leur est plus facile à renseigner. Et ça répond peut-être en partie aussi à la question de Johnny sur que faire de toutes les informations de la B2S, est-ce bien nécessaire? C'est vrai que ça peut être une stratégie des employeurs de vous noyer sous l'information et que vous ne puissiez pas en faire grand-chose si elles ne sont pas pertinentes. Donc, c'est pour ça que nous, on pousse sur le fait de négocier ces informations pour qu'elles soient à la fois pertinentes et qu'elles vous soient données aussi de façon régulière. Un exemple tout bête, plutôt que de vous donner tout un tas d'éléments, par exemple sur l'évolution des effectifs, un simple tableau Excel qui reprend année après année les effectifs par service. Ça peut être très simple à mettre en place par la direction et ça peut vous permettre de suivre année après année, plutôt que chaque année de vous balancer 3-4 documents et qu'il n'y ait pas de continuité dans la série. On a une question de Michel sur l'articulation NAO. Il y a deux éléments à avoir en tête. Alors, c'est vrai qu'on l'appelle encore NAO, même si cette négociation, elle ne s'appelle plus
puis NAO, parce qu'en fait, elle va porter non seulement sur les éléments de rémunération, mais plus largement sur d'autres sujets, comme le temps de travail, qui est un sujet assez sensible en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'on entendait tout à l'heure par l'articulation? L'idée, c'est que, en fait, à travers la consultation sur la situation économique et financière, pour être un peu schématique, vous allez avoir une bonne représentation, normalement, des marges de manœuvre qui existent, enfin, de la situation et des marges de manœuvre qui existent dans votre entreprise et des perspectives. Et à travers la consultation sur la politique sociale, vous allez avoir une idée assez précise, finalement, de la trajectoire sur tout un tas de sujets en termes d'emploi, en termes de formation, en termes de temps de travail, en termes de conditions de travail aussi. Et en fait, toutes ces informations que vous aurez, elles vont vous permettre en fait d'arriver en NAO, on va dire préparé avec des éléments de repère sur quelque part. Une fois que vous les aurez dirigés, échangés entre vous, c'est vraiment le conseil, hein, c'est de ne pas rester seul dans le cadre de ces négociations pour en fait dresser un peu votre cahier revendicatif dans le cadre de ces négociations. On a une question aussi sur comment peser sur les orientations stratégiques et avec la limite de l'avis dans ce cadre-là. Oui, c'est vrai que vous n'allez pas bloquer les orientations stratégiques de la direction via votre avis. Néanmoins, vous pouvez déjà, dans votre avis, présenter ce que vous comprenez des orientations stratégiques, mettre en avant les risques que vous identifiez face à ces orientations stratégiques, que ce soit sur l'emploi, mais aussi identifier qu'il y a un risque sur les compétences et que demain, ça peut vous mettre à mal dans votre capacité à prendre des commandes, par exemple. Et derrière ça, l'avis peut aussi être repris via des tracts syndicaux. Parce que derrière tout ça, il y a une logique de rapport de force à créer. C'est sûr que l'avis en tant que tel ne suffira pas, mais ça doit être un premier outil qui doit pouvoir ensuite être repris par les organisations syndicales. Et pour compléter ce que dit Charlie, dans le cadre de cette consultation sur les orientations stratégiques, ça peut être aussi le levier pour interroger, pour interpeller les étages supérieurs, à savoir les organes de gouvernance, par exemple un conseil d'administration, un conseil de surveillance. Et donc, si par exemple ce ne sont pas les interlocuteurs que vous avez l'habitude de côtoyer, votre avis, en fait, il doit être transmis à cet organe et ça peut être une façon de l'interpeller, par exemple, d'inviter, alors d'une part déjà à vous répondre, mais aussi peut-être de participer à des réunions de CSE. Parce qu'effectivement, hein, sur le sujet des orientations stratégiques, en fonction de votre organisation, sans doute que ces orientations elles ne sont pas prises au niveau local, mais peut-être aux étages supérieurs. Voilà. Alors, on avait une remarque de Benoît sur malheureusement un effet assez direct de la crise et des NAO très difficiles. Alors c'est sûr que déjà en temps normal, les marges de manœuvre ne sont pas toujours réelles et souvent, en fait, on va insister sur, vous avez des interlocuteurs qui vont insister sur les difficultés à prédire l'avenir et donc vous inviter à la plus grande, comment dire, prudence. Et c'est sûr que le contexte actuel, il peut accentuer ça. Donc malheureusement, si les NAO viennent d'avoir lieu, ce que vous indiquez en disant les commandes sont parties depuis, c'est entre guillemets, c'est de prendre acte pour le prochain round de négociations, finalement, et tant mieux que les choses en fait, la situation était plus favorable pour votre société et que du coup, il faut penser à un effet rattrapage ou de ne pas attendre ce round de négociations et de rentrer dans des négociations, je ne sais pas, moi, dans quelques mois, d'essayer de rentrer en négociation avant les prochaines AO sur certains sujets spécifiques pour prendre acte finalement d'une trajectoire plus favorable que ce qui avait été envisagé. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Alors, normalement, par rapport à la question qui nous est posée sur le fait que la consultation sur la situation économique et financière, puisque c'est bien d'elle dont il s'agit tout à l'heure quand on évoquait le fait qu'elle portait sur l'année précédente, mais aussi l'année en cours, elle figure normalement dans notre support, mais on vérifiera pour ne pas vous dire de bêtises, parce qu'effectivement, si c'est un argument, sachant qu'effectivement, les articles du Code du travail qu'on a mentionnés dans le support, ce sont plutôt ceux qui font référence à la possibilité de faire intervenir l'expert. Donc, en fait, on se note de vous le faire parvenir dans un deuxième temps, de le mettre à disposition, on va le rajouter sur le support. Voilà, parce qu'en fait, on en est sûr, mais vous voyez qu'on n'a pas non plus la mémoire précise de chaque article du Code du travail. Mais en tout cas, on en est sûr.
Et d'ailleurs, dans les intitulés, hein, quand il y a la consultation, c'est la consultation sur la situation économique et financière 2020 là, en ce moment. Donc, c'est bien aujourd'hui, quelle est la situation économique et financière de l'entreprise aujourd'hui. Et pour être en mesure de dire comment elle se porte aujourd'hui, on regarde comment elle était en 2019 et quel est le budget en cours. On vous remettra les références légales. Bon, sachant que quand on intervient, nous, dans le cadre d'appui au CSE sur la situation économique et financière, en fait, on va aussi demander des éléments, par exemple, là, dans nos interventions, si c'est une première intervention, on va demander des éléments sur la trajectoire récente, sur 2-3 ans aussi, pour avoir une idée justement de cette trajectoire, par exemple, sur 2017, 2018, 2019. Voilà. Et puis, encore une fois, sur cet exercice 2020, et en demandant, par exemple, des fois des éléments, des données mensuelles, pour justement évaluer l'impact de la crise du Covid, analyser les budgets initiaux, et c'est intéressant de comprendre dans quel, et ça c'est vraiment un sujet important à évoquer avec votre direction, c'est de se dire à quel moment votre direction elle va refaire un prévisionnel. Bon, la plupart des directions à qui on pose la question, elles sont en général en train de faire cet exercice-là, ou en tout cas au plus tard pour la rentrée. Et parce qu'elles ont besoin aussi de se donner des marges de manœuvre, encore une fois, soit parce qu'il y a des tensions de trésorerie, soit parce qu'en fait, elles veulent aller, par exemple, aussi renégocier, se refinancer, et qu'elles ont besoin de se redonner des perspectives. Après, sur l'exercice de faire des prévisions sur plusieurs années, en général, et à juste titre, elles nous indiquent qu'elles vont attendre un petit peu pour avoir plus de visibilité. Mais au moins sur le prévisionnel 2020, qui prendra acte du premier semestre qui aurait été réalisé et qui prendra de nouvelles hypothèses pour le second semestre, ça en général, c'est un exercice auquel elles sont en train de se livrer. Écoutez, il est presque 13 heures. On va peut-être encore attendre quelques secondes si vous avez d'autres questions. Et sinon, en fait, on ira sur la conclusion pour vous rappeler les échéances à venir dans le cadre de cette campagne, mais aussi les modalités pratiques pour retrouver toutes les informations qu'on a évoquées dans le cadre de ce webinaire. On espère que vous avez appris, c'était riche on va dire en informations et en conseils, surtout également en conseils pratiques sur le comment finalement aborder ces consultations. Voilà, écoutez, on a un petit coup d'œil sur l'outil de questions. On va vraiment vous remercier pour votre disponibilité ou pour avoir répondu à l'appel en ce jour de 18 juin, pour finir sur un petit jeu de mots. Alors, à l'écran figurent les prochaines échéances dont on a déjà parlé. Ce webinaire relatif, on va dire, aux conséquences sociales, ou en tout cas à la dimension sociale qui est embarquée dans les consultations politiques sociales, mais aussi dans la consultation sur les orientations stratégiques. Et puis deux live chats spécifiques qui vont permettre de poser des questions, de nous interpeller sur deux sujets spécifiques. Le 23 juin sur l'anticipation des difficultés et comment réagir si malheureusement ces difficultés surviennent. Et puis le 30 juin sur vraiment spécifiquement les enjeux de la politique sociale. Donc encore une fois, merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence et vos questions. Le support et le replay seront très rapidement la semaine prochaine déposés sur notre site internet, sur lequel vous pourrez aussi retrouver tout un tas de fiches, d'outils opérationnels pour faire face aux échéances qui arrivent. Donc c'est index.fr. On est également présent sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et on vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, une bonne fin de semaine et voilà, bon courage à vous dans votre rôle d'élu de CSE. Merci, à bientôt. À très bientôt, au revoir.